Comment les collectivités territoriales ont-elles pris ce virage environnemental? Certaines, vous allez le voir, ont pris de l'avance, notamment en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est le cas de l'île Saint-Denis, au nord de Paris. C'est un reportage de Samia Dechir. On ne le voit pas d'en bas, mais le toit de ce gymnase de l'île Saint-Denis est entièrement recouvert de panneaux solaires. L'énergie produite depuis qu'on a fait installer les panneaux, on est à 410 MW, ce qui nous a évité de produire 36 tonnes de CO2. 36 tonnes de CO2, c'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 24 ménages français. Des écoles au gymnase, tous les bâtiments municipaux ont été rénovés. De quoi réduire de moitié les dépenses en électricité. Il y a 20 ans, on a fait le choix d'investir dans le patrimoine de la ville pour pouvoir faire de la rénovation énergétique. Cette rénovation énergétique a généré des économies et ces économies-là, on aurait pu les dépenser sur d'autres actions publiques, mais on a décidé de les sanctuariser pour accélérer notre transition écologique. Aux portes de Paris, l'île Saint-Denis veut mener une transition écologique urbaine et populaire, avec les habitants pour qu'ils se réapproprient l'espace. Sur ce terrain racheté par le département, une ferme urbaine est en pleine construction. Vous êtes sur la pointe nord de l'île Saint-Denis, qui est une friche industrielle qui pendant des décennies a accueilli de la terre de remblai de qualité improbable, que nous allons transformer en un lieu de démonstration de la reconquête de la biodiversité et de l'agriculture urbaine. Culture de fleurs en circuit court, pépinière aquatique, le site accueillera aussi un composteur pour les déchets des cantines de la ville. On trie déjà nos déchets, c'est-à-dire que toutes les épluchures propres servent déjà au compost du potager d'une des écoles. Là, on pourra mettre tout le contenu de l'assiette. La transition écologique est désormais inscrite dans chaque domaine des politiques de la ville. Mais avec moins de 8000 habitants, la commune atteint parfois ses limites, pour les transports par exemple. L'enjeu de la mobilité, elle ne se joue pas à mon niveau, elle ne se joue pas au niveau des collectivités, elle se joue au niveau de l'État. Comment construire un aménagement du territoire qui permet de développer une mobilité urbaine et périurbaine qui permet d'accélérer cette transition écologique. Ça, c'est un sujet national, c'est un sujet régalien et ce n'est pas un sujet communal. Sans alternative ambitieuse de transport en commun, difficile de réduire la place de la voiture dans la ville, comme aimerait le faire davantage l'île Saint-Denis. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Apolline Faure. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet transition énergétique des territoires au cabinet de conseil transition. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Et on vous a vu dans ce reportage, Mohamed Niabali, vous êtes le maire sans étiquette de cette commune, l'île Saint-Denis. On va bien sûr parler de vos initiatives et de vos réalisations concrètes dans cette émission. Jean-Marie Bockel est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président de la délégation ici sénatoriale aux collectivités territoriales, par ailleurs sénateur centriste du Haut-Rhin. Et puis Guillaume Gontard, bonsoir. Vous êtes sénateur attaché au groupe communiste, sénateur de l'Isère. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Mohamed Niabali, parce qu'on l'a vu dans ce reportage. Ça a été une évidence d'imposer justement toutes ces rénovations à la fois thermiques, on le voit sur les bâtiments publics, toutes ces politiques publiques qui ont maintenant un volet justement environnemental quand vous êtes arrivé à la mairie? Bonjour, merci pour l'invitation. Le projet de l'île Saint-Denis, c'est de construire un projet de transition écologique urbain et populaire. Et ce projet urbain et populaire, c'est notre projet de ville. Donc l'évidence n'était pas de travailler en silo sur la question de la transition écologique. L'évidence était de construire un projet de ville qui prenait comme cœur de projet la transition écologique. C'est un projet qui a plus de 20 ans à l'île Saint-Denis. Mon prédécesseur était à l'initiative de ce projet et notre approche est relativement simple. C'est prendre les ressources et les besoins de nos territoires et de construire avec la population un projet de transition écologique pour la population et avec la population. On voit, Jean-Marie Bockel, il y a des exemples, des villes exemplaires, comme on l'a titré. Parfois, ça se passe bien, parfois c'est plus compliqué pour certaines collectivités territoriales qui vivent ça comme une obligation.
Bon, d'abord, il y a un distinguo entre la région parisienne, comme vous le disiez dans le petit reportage, où une grande partie des projets lourds, comme les transports, relèvent de l'État régalien. Mais quand on est sur les territoires, lorsque vous avez des communautés ou des agglomérations bien structurées avec ces thématiques dans leurs responsabilités, avec également, il faut bien le dire, la mobilisation de moyens à tout niveau, la capacité parfois même, je pense aux mobilités, de lever l'impôt, le versement transport. J'aurais jamais fait mon tramway sans le versement transport. Vous avez une grande diversité de situations. Donc les propositions qui arrivent, notamment sur les mobilités, si elles permettent que sur l'ensemble des territoires, il puisse y avoir à la fois cette conscience des citoyens que ça les concerne et à un moment donné que ça a un coût aussi, alors qu'aujourd'hui seuls certains territoires, peut-être plus les métropoles, même s'il y a aussi des villes moyennes, ont pris des initiatives, ce sera un plus. Vous savez, on a fait avant la COP 21, au niveau de la délégation, donc fin 2016, un travail avec des collègues de toute sensibilité, de tout type de territoire, des bonnes pratiques françaises et des collectivités françaises. Mobilité, déchets, économie d'énergie, etc. Et si vous voulez, c'est comme souvent en France, on a tout en magasin. C'est-à-dire que tout ce qu'il faudrait faire, on le fait déjà ici et là. Mais on ne le fait pas tout partout. Donc il y a certainement une dynamique à trouver, mais évidemment, si elle n'est pas populaire, c'est-à-dire si elle n'est pas comprise par les citoyens, hein, mais on en parlera peut-être aussi, qui ont leurs problèmes de tous les jours, hein, confèrent les gilets jaunes, etc., ben, ça ne sera pas compris et ça ne passera pas. Hein. Nous avons la sanction du suffrage universel, hein, on sait aussi qu'à un moment donné, il faut que ce qu'on fait soit compris. Au moins d'une majorité. Guillaume Gontard, je le disais, sénateur de l'Isère, on présente souvent Grenoble comme la première ville écolo de France. À l'instant, Jean-Marie Bockel parlait de toutes ces bonnes pratiques. Il faut justement les développer pour entraîner finalement les citoyens dans aussi leur conversion, transition écologique. Moi, j'en suis complètement persuadé. Alors c'est vrai qu'à Grenoble, moi j'étais maire d'une commune de 200 habitants, donc je sais aussi ce que c'est que la ruralité et qu'une commune de montagne. Et on dit souvent que la transition énergétique, la transition écologique passera par les territoires. Et moi, j'en suis complètement persuadé par rapport à ce qui vient d'être dit. On est dans une période où il va falloir qu'on change. Transition, ça veut dire qu'il va falloir modifier nos habitudes, modifier nos manières de faire, modifier nos manières de nous déplacer. Et ces changements sont jamais évidents. Et donc, il faut cette proximité, il faut cet accompagnement, il faut savoir expliquer aux gens, il faut savoir aussi écouter ce qui vient des territoires, ce qui vient des citoyens, parce qu'il y a énormément d'initiatives citoyennes qui se produisent sur les territoires. Et donc, l'échelon communal, l'échelon intercommunal a un rôle, pour moi, vraiment important, justement, à la fois d'être une commune et d'être un maire facilitateur, de pouvoir être à l'écoute de ce qui peut se faire sur son territoire à travers ce que font les citoyens, et puis d'aider, d'accompagner. Mais ça peut se faire aussi uniquement si aussi on a les moyens et si aussi on a des directions, un accompagnement de la part de l'État. Donc c'est tout un ensemble, mais il me semble que le territoire, les communes, les intercommunalités sont au cœur de ce changement. Apolline Faure, c'est qu'un problème de financement aujourd'hui pour les collectivités, cette question de la transition énergétique? Alors ce n'est pas qu'un problème de financement, c'est sûr que d'abord, il y a la question du financement, mais avant la question du financement, il y a la question de la volonté. On reviendra peut-être après sur la volonté, mais sur le financement, nous, ce qu'on peut observer en accompagnant de nombreux territoires dans leur stratégie de transition écologique à l'échelle française, des territoires urbains, ruraux, qui sont très hétérogènes, c'est que d'abord, il y a un besoin de financement de l'animation. En fait, on a beau lancer des appels à projets avec des financements ciblés où parfois il y a des effets d'aubaine, où parfois en fait seuls les territoires les plus outillés en termes d'ingénierie peuvent répondre et se positionner sur ce type de projet. Il faut, avant d'investir, avoir un accompagnement, donc des moyens humains, une ingénierie vraiment sur le territoire, dans le territoire qui peut construire la politique de transition énergétique et écologique, puis la mettre en œuvre. Sans ces moyens d'animation, on ne peut pas avoir d'investissement. Donc les financements, d'abord sur l'animation, et ce dont ont besoin les collectivités, ce qu'on voit nous au quotidien en les accompagnant, c'est qu'en fait elles ont aussi besoin d'une pérennité de cet accompagnement. Les dispositifs de l'État changent régulièrement, aussi parfois ceux des régions avec la fusion des régions, le changement évidemment aux différentes élections. Et pour les territoires, c'est compliqué de continuer dans leur politique de transition qui est évidemment une politique à construire sur le temps long, à mettre en œuvre sur le temps long,
quand on a une instabilité de ces dispositifs d'accompagnement. Mohamed Niabali, on voit, vous avez beaucoup investi sur tout ce qui est rénovation thermique, énergétique. Ça a un coût aussi, vous avez été aidé par l'État? Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je partage totalement. Je pense qu'il y a un premier travail à faire pour les collectivités, c'est les transferts de charges. Regardez les lignes budgétaires de nos communes et voir ce qu'on dépense en investissement et en fonctionnement pour le fonctionnement de la ville. Je prends des exemples très simples. Les villes sont propriétaires d'écoles, d'équipements sportifs, d'équipements de loisirs, etc., etc. À côté de ça, elles utilisent et consomment énormément d'énergie pour faire fonctionner tout cela, à la fois les équipements, mais à la fois les espaces publics. Et que la première chose que nous avons fait à l'île Saint-Denis, c'est un plan d'investissement pour nous permettre de rénover et de moderniser l'ensemble de nos équipements par priorité, les écoles d'abord, ensuite les équipements sportifs, de loisirs, etc. Et les économies générées par la modernisation de nos équipements en énergie et autres ont été sanctuarisées pour faire de la sensibilisation, faire de l'animation, faire de l'investissement à nouveau et créer un cercle vertueux. Il y a non seulement au sein des collectivités de la ressource, et ensuite il y a des effets de levier. Les effets de levier sont au niveau des entreprises, au niveau de l'État, au niveau de l'Union européenne, et que j'ai tendance à dire que pour construire une stratégie de transition écologique, il faut partir de la base, voilà, qui sont nos communes et nos territoires, et ensuite créer des vases communicants et des effets d'échelle à travers les différentes strates des territoires. Ces bonnes pratiques, quand on entend les élus, ça paraît finalement assez simple à mettre en place. Pourtant, il y a encore quelques collectivités qui vivent ça, et je le disais, finalement comme des obligations, des choses qui sont imposées. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une disparité de situation. Moi, je vais réagir plus comme ayant été maire de Mulhouse pendant une vingtaine d'années, à la frontière suisse et allemande. En fait, on a eu, avant même le plan de financement qui est nécessaire, il y a eu des noms successifs. Il y a très très longtemps, c'était des plans verts, des plans. Et dans la dernière période, mais il y a déjà quand même plus de 10 ans, c'était des plans climat. Donc avec le souci d'avoir déjà, dans le dialogue et avec les partenaires et avec le citoyen, une vision d'ensemble. Et pour vous dire, de l'autre côté de la frontière, chez nous, il y a des villes comme Fribourg-en-Brisgau, etc., qui avaient sur ces questions à tant d'avance sur nous. On s'est aussi inspiré là des bonnes pratiques et on se rend compte qu'il y a à la fois un mouvement d'en haut, c'est-à-dire de temps en temps on doit prendre ses risques, prendre ses responsabilités. Moi, je pense notamment aux mobilités où c'est pas forcément venu de la base au départ, les gens faisaient ce qu'ils pouvaient, etc. Et puis il y a le mouvement d'en bas. Moi, je vous donne un exemple très parlant qui m'était pas venu spontanément à l'esprit. C'est tout ce qui touche à ce qu'on mange. Et donc à l'agriculture de proximité, au maraîchage. Et c'est parti du monde associatif, les initiatives, les paniers auxquels les gens pouvaient s'abonner, etc. Et nous, on s'est dit à un moment donné, mais par rapport à nos cantines, par rapport à tout ce qui peut dépendre de la puissance publique, on est loin de ce qu'on pourrait faire. Alors ça met du temps, il faut bouger les administrations, il faut changer les habitudes. C'est comme sur la question des déchets. Vous parlez des cantines, puisqu'on se souvient de ce débat au Sénat, oui, quand il a été question justement d'imposer un certain pourcentage de bio dans les cantines. Il y a toujours des réticences aussi, justement, notamment de la part des élus. Vous savez, tout ce qui vise à imposer, c'est parfois utile, parce que ça provoque une prise de conscience. Mais moi, je crois surtout à une prise de conscience locale, portée par des citoyens, des associations, avec des élus qui prennent conscience que ces questions de santé publique, de malbouffe et de bien manger ou de manger sainement deviennent importantes dans la qualité de la vie des gens. Et là, peu à peu, les lignes bougent plus peut-être que par la seule loi, même si parfois, je le reconnais, elle peut avoir son utilité. Et d'un peu. Oui, Guillaume Gontard, qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui pour que ces bonnes pratiques se multiplient, se diffusent sur le territoire ?
Je pense que ça a été dit, ces bonnes pratiques. Je reviens sur la question des cantines. C'est vrai qu'on a eu ce débat-là au Sénat. C'était très difficile pour arriver à juste mettre 20% de bio dans les cantines. Il a fallu des explications, alors que justement, on a des territoires qui sont déjà à 100% de bio. Vous m'avez parlé de la ville de Grenoble. Ils sont à 50%, ils arriveront à 100% avant la fin du mandat, avec la mise en place d'une ferme urbaine, comme j'ai vu, qui était fait sur la commune de mon voisin. Et donc je pense que voilà, il y a un moment donné aussi à l'État de donner des directions, de donner des caps. Et ensuite, bien sûr, il faut avoir aussi des financements, un accompagnement, j'en parlais tout à l'heure. Et moi, là où je suis un petit peu inquiet, c'est justement sur ces orientations que peut donner le gouvernement et les signes que peut donner le gouvernement par rapport au territoire. On avait des contrats qui, moi, me paraissaient importants à la fois sur les territoires ruraux, mais également sur les territoires urbains ou périurbains, qui étaient les territoires à énergie positive, les TEPCV, territoires à énergie positive et croissance verte, qui pour moi, il y en a eu, je crois, 560 de signés, qui ont un vrai effet levier, qui ont permis de mettre en place des plateformes de rénovation sur les territoires, des filières différentes. Moi, je vois sur mon territoire la mise en place d'une filière bois. Enfin, plein de choses comme ça, des centrales villageoises autour du photovoltaïque ou de l'éolien avec l'accompagnement des citoyens. Et donc je pense que ça a mis une réelle dynamique sur le territoire, des financements, mais je pense que là on pouvait se dire que l'argent public était plutôt bien utilisé, parce que quand on voit le résultat, mais je dirais qu'on arrive au milieu du gué et que il y a plein de choses qui ont été mises en place, il y a une prise de conscience dans les territoires grâce à ces contrats, et puis qu'est-ce qui va se passer derrière ? Et je pense que l'État en a besoin aussi d'avoir une visibilité, d'avoir du long terme, et c'est ce qui manque un petit peu. Alors, on nous parle des contrats de transition écologique qui doivent, que François de Rugy appelle de ses voeux. Je crois qu'il y en a eu 5 ou à peine 10 de signés, avec des contours très flous. Je me dis, pourquoi refaire quelque chose qui existait et qui fonctionnait? C'est ce que vous disiez, Apolline Faure, ce besoin de stabilité, de lisibilité, ce sont des projets souvent à long terme que doivent mettre en place les collectivités territoriales. Tout à fait. Nous, on accompagne en France, dans différentes régions, des territoires à énergie positive, alors qu'ils se sont lancés dans la démarche TEPOS. Souvent, c'est des territoires qui ont bénéficié effectivement de TEPCV et qui s'engagent sur 3 ans minimum, grâce au soutien des régions. Donc, je pense notamment à la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Nouvelle-Aquitaine, qui mettent à disposition des moyens humains pour mettre en œuvre ces stratégies de transition énergétique, des plans d'action sur le long terme, où ensuite, on va aller chercher des financements effectivement via l'Europe, via l'État, via l'ADEME notamment, qui est très présente. Mais la question, là encore, c'est... je suis désolée, je reviens là-dessus parce que je suis la seule non élue à cette table. Est-ce que les élus ont envie? Et je pense, vous le disiez tout à l'heure, ils le voient effectivement comme une obligation. Déjà, la transition écologique et notamment énergétique, il ne faut pas le voir comme un coût, il faut le voir comme un investissement. Il y a des rapports qui ont montré, notamment le rapport Stern, qui date quand même de maintenant d'une bonne dizaine d'années, qui a montré que le coût de l'inaction était, mais à l'échelle mondiale, 4 ou 5 fois plus grand que le coût de l'action. Et ce qui est difficile pour un élu, je pense, c'est aussi de voir à long terme, de dépasser le temps de son mandat, de prendre des décisions qui parfois peuvent être à court terme impopulaires ou mal comprises par les citoyens, d'où aussi un impopulaire et parfois aussi qui nécessite des augmentations d'impôts au niveau local. Alors la réponse d'un élu, justement. Alors, plusieurs réactions face aux différents propos. Je prends l'exemple de la restauration scolaire. Il y a la contrainte législative et il y a la réalité du terrain. Je prends l'exemple de l'Île-de-France, où aujourd'hui, la filière bio, logique, est très peu développée. Et on se retrouve avec des prix très importants si on veut du bio français. Et on se retrouve à l'île Saint-Denis, je suis en janvier à 40% de bio et je serai à 50% à la fin du mandat. Mais très concrètement, le bio, il vient d'où ? Voilà, est-ce que c'est un bio français ? Est-ce que c'est un bio d'Espagne, etc. Donc il y a notre capacité réelle avec le tissu économique existant, donc le projet de filière. Et parallèlement à cela, il y a la réalité des collectivités et notamment notre réalité financière. On ne peut pas tout faire avec notre réalité financière. On a de moins en moins de ressources et de plus en plus de contraintes réglementaires et de besoins à pourvoir.
Et je pense qu'aujourd'hui, notre enjeu, il est de pouvoir intégrer dans l'ensemble de nos politiques publiques la question de la transition écologique comme quelque chose de droit commun et pas comme quelque chose en silo. Le fait de faire comme ça, c'est l'approche investissement et pas fonctionnement qui pourrait fonctionner. Et pour répondre à votre question, nous, on pense que l'expérience de l'île Saint-Denis, c'est on ne pourra pas réussir une transition écologique si elle n'est pas portée par le peuple. Voilà. Donc la contrainte, moi je ne suis pas contre la contrainte, je pense que la contrainte a ses vertus, mais elle est efficace que s'il y a des alternatives et un accompagnement. Jean-Marie Bockel. Sur la question de la durée d'un projet au-delà d'un mandat, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué entre nous, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais qui me paraît très important, c'est la vision qu'on doit avoir et partager. Alors, dans les milieux urbains, périurbains, on peut parler de projets urbains, d'urbanisme, mais ça vaut aussi les territoires ruraux, avec des projets de territoire, etc. Et cette dimension-là, elle permet aussi d'être partagée, parce qu'il y a la part de rêve, hein, on réfléchit ensemble à ce que sera le territoire de nos enfants, et ensuite, bon an, mal an, même avec des changements de majorité. Je ne parle pas évidemment de situations extrêmes qui peuvent arriver, mais on sait où on va. Et au fond, ça permet de passer par-delà un mandat. Et sur des sujets, je pense à un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui est un sujet peut-être moins consensuel, hein, qui est celui, on a parlé d'économie d'énergie, je pense à l'habitat, qui est un sujet d'actualité. Hein. C'est un domaine dans lequel il y a plein de bonnes pratiques en France, mais sur lequel, globalement, on n'est quand même pas très en avance. On aurait pu faire mieux. Hein, que ce soit dans l'habitat social ou dans l'habitat en général. Même si, encore une fois, tout ce qu'il faut faire, on le fait déjà. Mais pas suffisamment, et c'est pas consensuel, parce qu'il y a une question de coût, parce qu'il y a une question peut-être aussi de vision qu'il faut partager à la fois avec le secteur privé, avec les attentes des habitants, avec la dimension d'économie, etc. Enfin, vous voyez, on a du pain sur la planche encore. Eh bien, merci. Merci Jean-Marie Bockel, merci à vous Mohamed Niabali, merci à Pauline Faure, merci à Guillaume Gontard d'être venu nous faire part de vos bonnes pratiques et de vos initiatives sur ce plateau. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, je vais m'efforcer d'être dans la ligne du président Larcher. Mais il y a quand même une vérité, et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à Édouard Philippe. C'est que votre majorité a été ces derniers mois, ces dernières semaines, extraordinairement généreuse de son mépris à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui ne pensent pas comme elle. Ce fut d'abord, si vous me permettez de le rappeler, le hashtag « Balance ton maire ». Ensuite, nous avons l'automobiliste qui nécessairement fume des clopes, roule en diesel, pourquoi pas des gitanes de maïs et pourquoi pas du Peugeot mazout. Nous avons ensuite cette situation absolument invraisemblable des gilets jaunes qui ont le mérite de tirer un signal d'alarme. Certes, ils le font à leur façon, qui n'est pas la nôtre, mais c'est sans doute un degré profond d'exaspération. Méritait-il d'être soupçonné, d'être manipulé par l'ultra-droite? Et méritait-il, plus grave encore, que l'on puisse parler de peste brune? C'est méprisant pour des Français qui, jusqu'à présent, ne font que manifester. Plus tranquillement, je dirais que plus grave que le mépris, il y a la pédagogie, qui est en fait votre condescendance à l'encontre des Français qui ne pensent pas comme vous. Il se trouve que l'on peut partager des opinions différentes. Si les Français n'adhèrent pas à la loi de transition, c'est sans doute qu'elle est imparfaite. Et ma question est très simple. Premièrement, allez-vous la changer ? Deuxièmement, comptez-vous sur le Parlement pour le faire et non pas sur les comités les plus respectables, mais qui ne sont pas au cœur de la responsabilité? Et j'ajoute enfin, y aura-t-il un moratoire pendant que les travaux parlementaires préparent un nouvel équilibre dont le pays a besoin? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, deux parties dans votre question. Une première qui relève de la remarque, où, en vous écoutant, j'entends la dénonciation de ce qui serait du mépris, de la condescendance. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le sénateur,
on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Ça nous arrive. On a d'ailleurs le droit aussi parfois d'être d'accord. Ça nous arrive. Ça nous arrive. Le débat politique est vif. Et il est vif dans tous les sens. Je pense que vous êtes comme moi attaché à la nuance et à la mesure. Il ne vous aura pas échappé, monsieur le sénateur, reconnaissons-le, que sur tous les bancs des deux assemblées, et parfois lorsqu'on est membre du gouvernement, on subit des critiques qui sont parfaitement fondées, c'est la démocratie. Moi, je ne m'en émeus en aucune façon, qui sont parfois dures. Elles sont allées parfois peut-être un peu excessives, elles sont même parfois blessantes. Chacun des ministres peut citer des exemples, et chacun des parlementaires, dans sa vie politique, peut citer des exemples d'attaques parfois injustes et parfois blessantes dont il a pu faire l'objet. J'essaye pour ma part, et vous le savez parfaitement, monsieur le sénateur, j'essaie pour ma part, monsieur le sénateur, de rester toujours dans l'expression mesurée et nuancée, toujours. Et je ne doute pas qu'un jour, on me le reprochera en faisant justement état d'une forme de condescendance. Il n'en est rien. J'essaie simplement d'utiliser les mots les plus adaptés et ceux que je crois les plus justes pour décrire une réalité qui est toujours complexe. Et monsieur le sénateur, elle est toujours complexe, cette réalité. Est-ce qu'on peut se dire entre nous que reconnaître la bonne foi d'un certain nombre, reconnaître la bonne foi de ceux qui ont mis un gilet jaune pour manifester est possible? Dire qu'ils expriment une colère, une angoisse, un désaccord qui est parfaitement légitime est possible. Le dire et l'assumer. Et en même temps dire qu'à l'occasion, un certain nombre d'entre eux, pas tous, et qu'on peut faire la différence, ont eu un comportement qui relève à l'évidence de quelque chose qui n'est pas l'expression simplement de la colère ou de l'angoisse, mais qui est bien le franchissement d'une limite, de l'intimidation. C'est arrivé à des parlementaires. De l'intimidation physique, de la menace physique, c'est arrivé à des collègues parlementaires. Ou parfois à des destructions de biens publics ou à des violences, y compris à l'égard des forces publiques. Le dire, monsieur le sénateur, ça n'est pas faire preuve de mépris, ça n'est pas faire preuve de condescendance, c'est simplement essayer de décrire une réalité qui effectivement est complexe avec des mots que je crois justes. Vous m'interrogez, et c'est la deuxième partie de votre question, sur la perspective qui a été donnée par le président de la République sur le cap en matière de transition écologique et notamment de trajectoire carbone. Le président de la République a eu l'occasion de dire que ce cap avait été fixé, avait été présenté aux Français et qu'il n'en changerait pas. C'est un élément que je porte au débat, ou plus exactement qu'il a porté ce matin au débat, et que j'assume pour ma part, et devant l'Assemblée nationale comme devant le Sénat, parfaitement. Il a indiqué toute une série de propositions tendant à faire en sorte que les mesures d'accompagnement que nous envisageons soient parfaitement adaptées aux besoins des Français. Et pour travailler à ces mesures d'accompagnement, il lui a paru utile, et je pense qu'il a raison, c'est mon avis, monsieur le sénateur, il lui a paru utile de procéder à une consultation, pardon, monsieur le sénateur, pas d'un comité Théodule, de ce qu'on appelle parfois, et de ce dont on nous reproche parfois de méconnaître l'importance, qu'on désigne sous le nom de corps intermédiaire. Nous allons discuter de l'organisation du débat et de ces mesures, oui, monsieur le sénateur, avec les syndicats. Nous allons le faire, oui, avec les associations de consommateurs. Nous allons le faire avec les élus locaux, qui eux aussi ont des responsabilités en la matière. Mais bien sûr, nous allons le faire avec les élus territoriaux, qui étaient d'ailleurs présents ce matin à la conférence au Conseil national de la transition écologique. Nous allons le faire avec les ONG. Nous allons le faire avec les acteurs du débat public. Et une fois que le mûrissement de ces mesures aura été fait, évidemment la discussion aura lieu au Parlement, parce qu'elle ne peut pas avoir lieu ailleurs. Parce que nous disons, monsieur le sénateur, depuis le début, que les Gilets jaunes expriment une colère que nous pouvons entendre, que nous devons entendre, mais qu'à la fin, dans notre démocratie et dans notre République, c'est le Parlement qui fait la loi. Et voyez-vous, monsieur le sénateur, dire cela, c'est exactement l'inverse du mépris, c'est exactement l'inverse de la condescendance. C'est consulter les corps intermédiaires, c'est nouer le débat avec les Français et c'est ensuite en tirer les conséquences devant le Parlement, car c'est devant les parlements que les décisions se tiennent. Et quand je dis cela, monsieur le sénateur, je n'ai pas le sentiment ni de faire preuve de mépris, ni de faire preuve de condescendance. J'entends des interjections, j'entends des hauts, je dis les choses telles que je les envisage et j'essaie de répondre complètement à votre question et je vous en remercie.
Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je voudrais revenir sur un incident qui s'est déroulé en fin de semaine dernière au Sénat, ou plus exactement à l'extérieur du Sénat, au lendemain de la fin du Congrès des maires et qui nous semble grave pour le respect de nos institutions. Après avoir écouté les discours, nos élus locaux ont dressé un bilan implacable. Le compte n'y est pas. Les maires ont l'habitude d'agir. Ils agissent quotidiennement sur le terrain pendant que le président gesticule solennellement depuis l'Élysée. Quand le Sénat travaille à mettre de l'huile dans les roulages de la République, le gouvernement répond par des déclarations et des tweets mettant de l'huile sur le feu par des raccourcis malvenus. Après le rapport de Mathieu Darnaud et de Jean-Marie Bockel, notre amendement d'ouverture en faveur des maires des petites communes cherchait à rétablir une injustice passée, sans cynisme ni populisme, juste de la justice. Monsieur le Premier ministre, la situation du pays est fragile. La crise démocratique couve. Les menaces populistes sont aussi présentes en France. Votre silence après le tweet malheureux du ministre des Comptes publics vendredi et des déclarations incongrues du porte-parole du gouvernement ce matin méritait une réponse de soutien aux élus de la République et au fonctionnement de notre démocratie. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures allez-vous prendre aujourd'hui et pas demain, pour nos fantassins de la République que sont les maires de France? Quelles consignes allez-vous donner à votre gouvernement afin qu'il respecte la République? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Premier ministre m'a autorisé à vous répondre, Monsieur Bachere, puisqu'il me semble être légèrement concerné par votre question. Il y a le fond et il y a la forme. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce qui est sans doute le plus important, en tout cas quand on est dans la littérature, c'est le style. Est-ce que, pour ma part, j'aurais dû être au Sénat vendredi? Même si Olivier Dussopt me représente et représente dignement, sans doute. Aurais-je dû être à ma place au banc? Cela aurait permis sans doute d'avoir gardé la même réponse sur le fond qu'une réponse négative. Où étais-je? Dans ma commune, c'est vrai, à accueillir 2 ministres pour parler d'un grand projet de rénovation urbaine, parce que, je le dis bien volontiers, Monsieur le Président, j'aurais dû être au Sénat, mais il est vrai que de temps en temps, j'ai un petit remords, parce que je suis aussi comme vous élu, j'ai été maire, et je fais d'ailleurs partie du corps électoral qui élit les sénateurs, et je comprends vos questions, monsieur le sénateur. Et donc il est vrai, si je puis me permettre, parce que j'ai apprécié la façon dont nous avons des relations, monsieur le sénateur, comme beaucoup ici, il est vrai qu'au lieu de faire des tweets, il vaut mieux dire en face les choses. Vous avez raison. Et c'est tout à fait vrai, d'ailleurs, je n'ai pas voulu, je le dis au sénateur Dallier, lire, ça aurait été tout à fait inconvenant, et je suis respectueux des institutions, Monsieur le Président du Sénat, et je suis à la disposition de l'Assemblée parlementaire en tant que membre du gouvernement. J'aurais pu aussi lire les très nombreux tweets d'attaques personnelles auxquels j'ai eu droit, non pas avant-hier, mais depuis 1 an ou 1 an et demi, et je ne l'ai pas fait parce que vous avez raison, il faut élever le débat. Sur le fond, Monsieur le sénateur, y a-t-il un problème de rémunération, et notamment de fiscalité depuis 2007, des élus des petites communes et non pas des petits élus comme j'ai pu le lire ici ou là? La réponse est oui. Est-ce que cet amendement correspondait à l'exposé des motifs que vous avez présenté? L'honnêteté nous pousse à dire que la réponse est non. Est-ce que, lors de la seconde délibération, si Monsieur le Président me permet de terminer ces quelques secondes, est-ce que la seconde délibération que le Sénat va demander, le gouvernement sera favorable pour rétrécir, comme l'a demandé Monsieur le Premier ministre, l'incitation fiscale, pour faire très vite, des 1 500 € d'abattement jusqu'à 18 000 €? La réponse est oui, pour les communes à des tailles les plus réduites, mais il ne nous paraissait pas raisonnable, et avouez-le avec moi, de concerner que les présidents de région, les présidents de département, les maires de grandes villes dont j'ai été bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les maires des communes les plus petites. Je pense que c'est l'égalité républicaine. Feu vert.
vert de la commission des lois au budget de la justice, un oui mais, car les sénateurs ont donné un avis défavorable aux crédits dédiés à l'administration pénitentiaire. Ils ne permettront pas, selon la construction de 15 000 places de prison, comme s'y était engagé Emmanuel Macron. Alors avant d'en parler avec mes invités, les explications d'Adrien Develay. Les moyens de la justice augmentent. Son budget atteindra en 2019 les 7 milliards d'euros, soit une hausse de 4,5% par rapport à 2018. L'accent est mis sur les moyens alloués à l'administration pénitentiaire. 204 millions d'euros supplémentaires sont attribués à la gestion carcérale. Un effort est fourni sur l'immobilier pénitentiaire pour obtenir 7000 nouvelles places de prison d'ici 2022. La loi prévoit également le lancement de la construction de 8000 places supplémentaires. En tout, ce sont 15 000 places qu'Emmanuel Macron avait prévues avant la fin de son mandat. Au Sénat, le rapporteur de la mission justice regrette que le président ne respecte pas cette promesse. Il y a un engagement du président de la République sur la création des 15 000 places, engagement qui ne sera pas concrétisé sur la durée de ce quinquennat, mais avec donc une perspective au-delà de 2022. Il faut donner à la pénitentiaire les moyens humains avec création de nouveaux postes, et puis aussi les moyens matériels avec les créations de nouvelles places de prison qui sont indispensables aujourd'hui. En plus de ces nouveaux moyens, la loi prévoit la création de 524 nouveaux postes de surveillants. En tout, ce sont 1300 emplois supplémentaires dans la justice qui sont prévus dans la loi. Une partie des nouveaux postes sera allouée à la numérisation de la justice, une mesure chère à la garde des Sceaux Nicole Belloubet, qui espère ainsi améliorer la justice sur Internet et démocratiser l'accès aux droits. Enfin, le budget 2019 prévoit aussi l'amélioration de la protection judiciaire de la jeunesse, d'abord dans son aspect le plus répressif, avec la création de 20 centres éducatifs fermés. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Delattre. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes sénatrice RDSE de la Gironde. Également avec nous, Maître Dessaize, bonsoir. Vous êtes avocat et vous êtes le président de la commission ouverte droits de l'homme au barreau de Paris. Bienvenue à vous. Maître Dupéret est également sur ce plateau. Vous êtes également avocat, animateur du comité Juristes en Marche. Et j'accueille enfin François-Noël Buffet. Bonsoir, sénateur LR du Rhône. Vous êtes vice-président de la commission des lois, tout comme Nathalie Delattre, vous vice-présidez également cette commission. Je le disais, qui a donné un avis favorable à ces crédits de la justice. Ils seront examinés samedi en séance. Je le disais, c'est un oui mais des sénateurs. Oui, parce qu'effectivement, pour nous, c'est un budget de rattrapage. Donc, il a le mérite de mettre l'accent sur certaines politiques dans lesquelles il était nécessaire d'intervenir. Après, au nom de mon groupe, j'ai effectivement, par rapport aux places de prison, une opinion un peu différente que celle du Sénat, puisque je pense que les places de prison sont un mauvais débat. Je crois que c'est un débat très populaire, voire un peu populiste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut rénover les places que nous avons. Et aujourd'hui, il faut que l'on conçoive la prison différemment. 61% de récidive. On s'aperçoit que la prison ne remplit plus son rôle et qu'il faut que nous construisions autre chose que des prisons. 28% de gens qui ont des problèmes psychiatriques. Quand on est schizophrène en prison, on n'a pas d'avenir. Il faut que l'on soit dans des établissements spécialisés. Quand on est délinquant sexuel en prison, on n'est pas réparé. On va venir sur cet aspect justement de l'administration pénitentiaire dans un instant. François-Noël Buffet, si je reviens quand même à ce qui a été voté et accepté par le Sénat, c'est une progression globale de 4,5% pour atteindre 7,29 milliards d'euros. Ça correspond à ce qu'avait demandé le Sénat, qui avait fait un gros travail, on le rappelle, sur le redressement de la justice il y a 18 mois. Ça correspond très partiellement à ce qu'a demandé le Sénat. Parce que je rappelle que dans le texte, c'est une programmation sur 5 ans et que le Sénat avait une programmation budgétaire beaucoup plus importante, nettement plus importante, pour remplir l'ensemble des objectifs qui étaient les nôtres. Quand la circonstance, il se trouve que la première année, nous sommes sur le même chiffre, mais nous ne sommes pas sur les mêmes chiffres sur les années suivantes. C'est-à-dire que le gouvernement actuel baissera le budget qu'il consacre à la justice dans les années qui viendront, alors même que le Sénat avait prévu, au contraire, une augmentation, singulièrement sur la fin de période. Donc, mais la fin de période correspondant à la construction, en particulier des places de prison, que ne fera pas le gouvernement, puisque le gouvernement a décidé de ne pas tenir son engagement pris au moment de l'élection présidentielle de 15 000 places, puisqu'il n'en fera que 8 000 pour en faire ensuite 7 000 pour en faire ensuite 8 000 postérieurement. Donc on est sur un timing très différent, mais
Mais il est vrai que pour l'année 2019, nous sommes sur le même chiffre. En revanche, il y a une discordance, ou en tout cas des points d'inquiétude, voire même des points de discordance sur le fond. Maître Dupéret, quel regard portez-vous sur ce budget, sur ces crédits dédiés à la justice indigent, nous dira dans un instant Maître Dessaize. Alors indigent, j'espère qu'il ne le dira pas, parce que ça serait très exagéré. Donc c'est un budget... Il dira pire, puisqu'il a parlé d'une justice en voie, je vous cite, de clochardisation. Oui, c'est pas lui qui l'a dit, et ça repose sur des chiffres qui justement nous ont amenés à faire un programme une programmation de la justice sur 5 ans, qui prévoit une augmentation de 24% du budget de la justice. Donc c'est vrai que le constat, on l'a écrit, nous au comité Jurem, il y a plus de 6 mois maintenant, le constat en matière de justice est amer et partagé. On sait très bien qu'il y a des problèmes, il y a des solutions à trouver, et c'est pour ça qu'il y a un effort budgétaire tout à fait conséquent qui est fait. Contrairement à ce que monsieur le sénateur vient d'indiquer, le budget de la justice ne va pas baisser dans les années à venir. Vous étiez à 33% d'augmentation, vous êtes à 20%, vous venez de l'annoncer. 33,8 pour le Sénat contre 23,5. Pour être très très clair, c'est fondamental, il n'y aura pas de baisse du budget de la justice. Ce qui est vrai, c'est que la progression qui est prévue dans la loi de programmation est inférieure à celle que souhaitait le Sénat. Pour une raison qui est assez simple, c'est que la France a par ailleurs des contraintes budgétaires qui sont très importantes, et c'est aussi à l'aune de cela qu'il faut apprécier cet effort budgétaire tout à fait conséquent. Et cette année, c'est 4,5%, ce sera encore plus l'année prochaine, pour un effort total d'augmentation de 1,3 milliard du budget de la justice sur l'ensemble du quinquennat. Alors, votre réaction, Maître Dessaize, disiez-vous, cette justice, elle est en voie de clochardisation. Oui, et depuis un moment, il ne faut pas être injuste avec ce gouvernement. C'est un mouvement qui a été soigneusement initié par les majorités qui se sont succédées. Donc personne ici ne peut se commettre d'office pour la défense du justiciable et de son accès au droit. Parce que ce qui est symptomatique dans toutes les interventions sur la réforme de la justice en cours, c'est de voir quels sont les impératifs qui l'ont gouverné. Et c'est la victoire de la Commission des finances sur la Commission des lois. C'est-à-dire qu'on ne vous parle que de chiffres, et c'est important, étant donné l'état du pays, mais on ne vous parle pas du fond, c'est-à-dire quelle justice nous voulons. Tout le monde est d'accord pour réformer la justice. Personne n'arrive avec un projet, et un projet qui tienne compte de quoi? De l'accès du justiciable à ce service public. Et qu'est-ce que consacre ce projet de loi? C'est la déjudiciarisation. C'est-à-dire que vous allez être contraint d'avoir recours à des modes alternatifs de règlement des différends. La loi prévoit même que ce sera un préalable nécessaire à la saisie du juge. Donc les citoyens se posent une question simple. Je paye des impôts. Pourquoi? Puisque je vais devoir financer le règlement de mon différend. C'est une question sur le consentement à l'impôt, justement, qui occupe les débats. Alors, Maître Dupéret, ensuite... Oui, parce que c'est vrai que ce préalable va exister. Pourquoi? Parce que les modes alternatifs de règlement des litiges, ils marchent très souvent. Ça permet de résoudre rapidement, de manière amiable, un contentieux qui, sinon, durerait des années et serait très acrimonieux devant un tribunal. Il ne sera pas forcément payant, ce mode alternatif. Et vous savez, la garde des Sceaux l'a annoncé, il y a 3 modes alternatifs, la conciliation, la médiation et la procédure participative. La procédure participative, elle ne coûte que ce que vous coûte l'avocat. Vous n'avez pas du tout besoin de faire appel à un centre de médiation. Mais on n'a pas attendu le projet de réforme. La procédure collaborative, on l'a mise en place il y a 10 ans. Exactement, tant mieux. Mais sauf que là, le juge pourra enjoindre les parties à avoir recours à ce nouveau service. Et la conciliation, il y a des conciliateurs de justice bénévoles. C'est pas le juge qui a recours, c'est le justiciable qui a recours. J'entends bien, mais donc le conciliateur, c'est un bénévole, c'est gratuit. Donc c'est un préalable qui peut tout à fait être gratuit si les justiciables le souhaitent. Nathalie Delattre. Écoutez, moi, j'ai un exemple la justice prud'homale. Emmanuel Macron est intervenu dans la justice prud'homale. On le voit, il a voulu simplifier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le justiciable a de moins en moins accès à la justice prud'homale. Et je pense que nous aurons le même problème dans ce que vous préparez. Il y avait 2 feuilles à remplir avant. Depuis que nous avons eu les modifications Macron, on a un dossier de 8 pages. La plupart du temps, les gens poussent la porte et renoncent. Alors effectivement, on peut acter du fait qu'il y a moins de saisies, mais il y a par contre beaucoup plus de frustration à l'extérieur. François-Noël Buffet. Oui, moi je partage le point de vue selon lequel le texte qui est proposé par le gouvernement, qui est voté par l'Assemblée nationale, qui n'est pas celui que le Sénat a voté d'ailleurs, c'est effectivement la sortie du justiciable du tribunal. Et que tout est fait pour que le justiciable finalement rencontre le plus tard possible son juge. Et ça n'est tout de même pas normal et acceptable quand, par exemple, on va donner au directeur de la CAF la liberté de pouvoir fixer le montant des pensions alimentaires. Aux dernières nouvelles, je n'ai pas vu qu'une modification législative comme quoi le directeur de la CAF était un magistrat. Ça pose quand même quelques difficultés. C'est un exemple parmi d'autres.
Donc on sent bien que c'est cette volonté-là. Elle n'obéit pas à une volonté de justice, en tous les cas pas totalement. Elle obéit d'abord à une volonté d'économie budgétaire. Et on voit ça, c'est un sujet de fond. Mais c'est la même chose pour la numérisation, en tous les cas de certaines procédures, où on n'aura même pas accès au juge, et ce sera très compliqué d'avoir accès à ce magistrat-là. Il y a quand même un souci sur le fond. Parlons de l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, nous introduisons un amendement, l'amendement Mézard. Aujourd'hui, c'est 8 millions d'euros, alors qu'il en faut, on le sait, l'étude d'impact l'a montré, il en faut 24 millions. Donc, on est évidemment sur une sous-estimation. Donc, il va falloir effectivement prendre la mesure de ce que vous proposez et la traduire aussi en chiffres, même si derrière, ce qui nous intéresse, c'est l'humain. À rejeter ce débat-là pendant le débat au Sénat. Maître Dupéry, ensuite. Soyons un tout petit peu sérieux. Donc, mais nous sommes très sérieux. Oui, donc quand on nous dit, oui, c'est ce projet... Vous verrez ce qu'on dit. Oui, mais je suis avec attentivement tout ça. Quand on dit il est mu par une logique d'économie, il faut quand même rappeler encore une fois que c'est un budget qui sera en augmentation de 25% sur 5 ans. Ce n'est pas un sujet sur lequel on va rogner et sur lequel on va baisser les budgets. Parlons de l'aide juridictionnelle, c'est intéressant. Vous savez que le projet de loi de justice, il a rendu la représentation obligatoire par avocat, la représentation obligatoire dans de nouveaux domaines. Sur le budget. Et si, c'est tout à fait faux de le dire. Le budget va augmenter de 28 millions d'euros l'année prochaine pour l'aide juridictionnelle. Et sur l'ensemble du quinquennat, il va quasiment doubler pour l'aide juridictionnelle. C'est tout à fait considérable. Il y a 3 causes à cela. Il y a le relèvement du plafond dans le cadre duquel nos citoyens peuvent avoir accès à cela. Il y a la revalorisation de l'unité de valeur. Et il y a aussi le fait que le champ va être étendu parce que les avocats seront obligatoires dans de nouveaux domaines. À côté de ça, on vous dit qu'il y aura moins de juges. La vérité, c'est qu'il y aura plus de juges. Le projet prévoit l'embauche de 100 nouveaux juges, et ça ne paraît pas considérable, mais c'est un renversement de tendance par rapport à ce qui existe depuis 10 ans. Donc il y aura plus de juges et plus d'aide juridictionnelle, c'est plus 100 juges de solde, plus 92 greffiers dans les tribunaux. 192, effectivement, Exactement. Création nette de postes de magistrats. Maître de sur cette question de l'aide juridictionnelle. Oui, alors il y a une part d'artifice. Oui. D'abord, il est faux de prétendre que le projet de loi a prévu la revalorisation de l'unité de valeur. Rien, aucune disposition à cet égard. Deuxièmement, l'augmentation du plafond, c'est le problème de l'affectation de l'aide juridictionnelle. Mais qu'est-ce que c'est que l'aide juridictionnelle? Qu'est-ce que c'est qu'une unité de valeur? C'est l'indemnisation du travail de l'avocat au bénéfice du justiciable. Aujourd'hui, elle est parfaitement symbolique. Je vais vous dire combien touche un avocat qui fait un divorce qui peut durer plusieurs années. C'est de l'ordre de 600 €. Je vais vous dire combien coûte une comparution immédiate à l'État pour indemniser un avocat qui passe la journée à étudier le dossier, à voir le prévenu et à défendre sa cause. C'est de l'ordre d'une 50aine d'euros. Donc, en réalité, et même si on rend le ministère d'avocat obligatoire dans de nouveaux domaines sans avoir le budget en face et sans reconsidérer la qualité du travail fourni, ça veut dire que quelle que soit la bonne volonté des confrères qui travaillent à l'aide juridictionnelle, ça veut dire que cette indemnisation confine au mépris de la cause qu'ils ont le devoir de défendre. Et si on veut une justice de qualité, il ne suffit pas d'augmenter le nombre de greffiers, qui est encore très insuffisant, même à l'heure de la dématérialisation. C'est ça qui est hallucinant, c'est que ce budget qui se prétend prospectif n'intègre pas les nouveaux modes de fonctionnement des tribunaux et continue à raisonner comme au XIXe siècle. Par conséquent, vous pouvez donner une enveloppe de modernité comme au nouveau tribunal de Paris. Si à l'intérieur, vous continuez à cultiver le conservatisme et l'immobilisme, le service rendu aux justiciables et aux auxiliaires de justice que sont les avocats continuera à donner lieu à un sentiment déceptif et contribuera à l'éloignement de la confiance que les Français placent dans l'œuvre de justice. Il y a débat sur cette question des créations de postes de magistrats, Nathalie Delattre. Oui, effectivement, parce que ce n'est jamais suffisant. Aujourd'hui, on voit que le budget, c'est 62% de la part ressources humaines. Et ensuite, on a beaucoup de dépenses sur l'immobilier, malheureusement. 450 millions d'euros d'investissement pour l'immobilier judiciaire, c'est ce que prévoit le texte du gouvernement.
Tout à fait. Mais ça ne laisse pas, comme le dit effectivement notre avocat, c'est la part de l'humain, c'est effectivement toute cette évolution qui doit être prise en compte. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes sur des dépenses dites rigides, les dépenses rigides. Et en fait, ce que nous souhaitions et ce que nous souhaitons, c'est un nouveau souffle et faire effectivement construire cette justice du 21e siècle. Eh bien non, là, nous sommes effectivement sur une justice du 20e. Alors, pardon, avant de poursuivre ce débat, on va repasser par la salle des conférences où nous attend Tam Trani avec votre collègue centriste. C'est le sénateur Yves Détraigne. Tam, quel regard porte-t-il justement, lui, sur ce budget qui sera débattu, je le rappelle, samedi, puisque l'examen du projet de loi de finances a pris du retard? Effectivement, un budget justice en hausse de 4,5% fait valoir la garde des Sceaux. Mais est-ce que c'est pour autant suffisant par rapport au retard pris par la justice en France quand on considère les durées de traitement des dossiers, les problèmes de moyens qui sont énormes, on le sait, dans la justice en France? On part de très loin. Alors c'est un gros effort qui est fait, mais il faut qu'il dure pour qu'on puisse rattraper les retards. D'autant plus qu'on n'entre pas dans un métier de la justice du jour au lendemain. Il y a des formations, notamment pour les magistrats, mais aussi dans la pénitentiaire et dans l'ensemble des fonctions de la justice. Le cap est donné, mais il va falloir attendre quelques années pour que l'on en voit les résultats. Justement, quand on parle de cela, on pense également à la programmation des moyens de la justice. Le gouvernement promet plus 24%, 25% sur le quinquennat. Est-ce que pour vous c'est suffisant? On sait que le Sénat avait demandé plus. Oui, le Sénat avait demandé plus parce qu'on connaît depuis longtemps la situation catastrophique de notre justice dans le pays. Mais je crois que l'effort qui est fait, même s'il n'est pas suffisant, j'allais dire, pour régler l'ensemble des problèmes, va dans la bonne direction. C'est en tout cas sur cette base que j'ai proposé à la commission des lois du Sénat de donner un avis favorable sur les crédits de la justice. Un avis favorable, mais dans les mais, il y a notamment l'administration pénitentiaire et notamment le projet d'Emmanuel Macron. Candidat, c'était bien plus 15 000 places et on en est loin, on l'a vu, au niveau du nombre de constructions de places prévues finalement par le quinquennat du président. Oui, tout à fait, mais il faut se rendre compte aussi qu'au-delà des constructions nouvelles, il faut mettre, j'allais dire, aux normes les prisons. Aujourd'hui, normalement, et depuis des années, chaque prisonnier, chaque détenu devrait être dans une cellule individuelle. On est loin de ça et ça n'est pas toujours réalisé ou comme il le faudrait là où on a des détenus dangereux. Donc il faut vraiment reprendre, avant de faire plus, il faut déjà reprendre l'existant. Eh bien, merci beaucoup Yves Détraigne pour votre réaction. Merci à vous, Tam. On va poursuivre ce débat en plateau et notamment, Tam Trani, aborder cette question du délai de traitement des affaires. Alors, est-ce que, Maître Duperrey, vous pensez que le budget qui va être voté prochainement va justement permettre de réduire ce délai ? Oui, tout d'abord, je voulais dire que je ne voudrais pas qu'on me fasse dire en creux ce que je n'ai pas dit. Alors, c'est un débat budgétaire, donc effectivement, on parle de chiffres. Mais on sait très bien qu'il y a une réalité, il y a des gens derrière. Et effectivement, il n'y a aucune des mesures qui n'est pas fondée sur des constats. Et effectivement, il y a une des volontés, c'est de raccourcir le temps de traitement des dossiers. Et les modes alternatifs sont un parfait exemple, parce que c'est vrai que dans plus de la moitié des cas, on peut résoudre les litiges à l'amiable avec l'aide d'un avocat, d'un médiateur ou d'un conciliateur, dans des délais qui sont beaucoup plus brefs que devant les juridictions judiciaires où il y a des audiences de mise en détail, il y a des audiences, il y a des renvois, et où ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc effectivement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à la justice, c'est un mode alternatif de rendre la justice. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce... Un autre sujet peut-être, c'est qu'il faut aussi souligner que la France est un des rares pays où la justice est totalement gratuite, notamment pour l'usager ou le justiciable. Et ça, il y a des études européennes qui l'ont rappelé encore récemment. On a un budget qui est un peu en deçà, par exemple, de la Norvège ou de la Finlande en matière de justice. Je rappelle les chiffres, la France, elle se situe au 23e rang de l'Union européenne, justement, en matière de budget. Je rappelle, l'Allemagne, par exemple, dépense 150 € par habitant, la Grande-Bretagne 135, la France seulement 75 €. Alors c'est très important, je pense que c'est la CEPIJ qui a rendu ces chiffres.
tous les pays qui sont devant nous dans ce classement sont des pays où l'usager finance une partie de la justice qu'ils en fait usage. C'est pour ça que la semaine passée, avec 15 autres juristes, j'ai signé une tribune pour dire qu'il fallait, alors peut-être pas rétablir le timbre, parce que c'est un sujet qui, en plus, dans le contexte politique, nous semble trop sensible. De nouveaux impôts, de nouvelles taxes, ça non, passerait pas du tout. C'est une contribution de l'usager aux frais de la justice, et notamment des usagers qui ont le plus important moyen, notamment en matière commerciale. François-Noël Buffet. Oui, moi je voudrais redire ce que disait Yves Détraigne, qui était co-rapporteur avec moi sur le texte. En matière pénitentiaire, nous avons besoin de poser le problème sérieusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'encellulement individuel est quasiment à l'heure, en dehors de ceux qui exécutent des peines longues, c'est un autre sujet, et que nous avons besoin de résoudre d'abord en priorité ce sujet-là et ce problème-là. Donc il faut des places. Il n'y a pas d'autre solution que de créer des places. Mais en même temps, si je puis me permettre, l'enjeu n'est pas simplement de placer les gens en détention, c'est aussi d'avoir d'autres modes de sanction qui soient plus adaptés ou d'autres lieux de retenue privative de liberté qui soient plus adaptés à l'infraction commise pour avoir une politique cohérente. Ça, pour l'instant, nous ne le voyons pas encore. C'est un des objectifs qui est annoncé, mais on ne le voit pas suffisamment clairement. Et en tous les cas, cet objectif ne peut pas être atteint si on ne réalise pas ces places de prison. Dernier point sur lequel je voudrais insister, quand on disait tout à l'heure qu'on voulait que le justiciable s'éloigne de son juge, il y a quelque chose d'un peu exotique dans le texte. Il y a une proposition d'audience sans débat qui est prévue. Ça veut dire que les dossiers seront déposés au greffe ou du magistrat, il ne verra personne. Les avocats peut-être s'ils viennent déposer le dossier, et en tous les cas, pas les justiciables. Enfin, pour nous, c'est regrettable, ça. Puisque d'ailleurs, c'est une méthode qui existe. Hein. Oui, les avocats déposent leur dossier quand ça peut arriver. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est régulier. Mais il peut arriver que dès lors qu'il n'y a pas de discussion majeure, on dépose son dossier et c'est jugé. Enfin, instituer le principe d'une audience sans présence des parties, ça pose quand même une vraie question en termes d'accès à la justice pour le justiciable, tout simplement. N'oublions pas que la justice, elle est faite pour, régler les litiges et faire tomber les tensions. Si vous ne permettez plus au justiciable de voir son juge, les tensions peuvent rester. Maître de 16. Oui, pour être tout à fait précis, le dépôt des dossiers, c'est dans les matières où la procédure est écrite, où par conséquent, il n'y a pas matière à plaider. Donc, si vous voulez, moi, ça ne me choque pas. Ce qui serait choquant, c'est qu'il n'y ait plus d'accès au juge quand le justiciable veut faire exprimer quelque chose d'autre, et c'est souvent un ressenti qui a une couleur sur le dossier qui va l'imprégner. La deuxième chose, on vous parle des modes alternatifs de règlement des conflits qui seraient susceptibles de régler un cas sur deux. Dans quelle hypothèse? Quand ce sont les parties qui veulent avoir recours à ces modes alternatifs de règlement des différends, là, quand la loi y impose le recours, vous allez voir que, évidemment, la statistique va chuter. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se concilier. Il y a des gens qui viennent voir le juge pour que le juge tranche et dise sur leurs différends ce que dit le droit. Un dernier point quand même sur la politique pénitentiaire et les places qu'il faudrait... moi, je suis entièrement d'accord avec vous, Madame la sénatrice. Il faut repenser la prison. C'est un échec majeur d'un État de droit. Actuellement... Nous avons une politique de plus en plus répressive, le recours systématique à la visioconférence qui vide de toute humanité les débats, qui en plus techniquement ne marche pas. Si vous voulez, c'est un peu comme la CAF qui va régler les allocations familiales. Il faut voir comment leur système informatique fonctionnait quand ils ont eu à gérer un certain nombre de sommes. On frémit à l'idée que le juge se dépouille au profit de la CAF. Je frémis à l'idée qu'on va généraliser la visioconférence dans les débats. Moi, dans les cours d'assises où je plaide, ça ne marche jamais. Jamais. Écoutez-moi, ça ne marche jamais. Quand on veut interroger des témoins, Et qu'est-ce que ça traduit tout ça, là, cette généralisation? Ça traduit le fait que la sécurité devient l'enjeu majeur. La difficulté à constituer des escortes. On réduit tout ça à un coût et résultat, on interdit l'accès au juge parce qu'on a peur des coûts que ça génère pour la logistique de l'audience. Le fond de l'audience, ce n'est pas la logistique d'accompagnement du prévenu ou de l'accusé. Le fond de l'audience, c'est d'entendre le prévenu ou l'accusé avant d'entrer ou non en voie de condamnation. Nathalie Delattre, ça vous fait réagir, ces préoccupations autour des coûts de logistique Oui, tout à fait. Mais je voudrais quand même, pour ne pas vous laisser une mauvaise impression du Sénat, vous dire quand même que nous avions une collègue qui rapportait sur la protection judiciaire et de la jeunesse et que nous avons noté positivement l'accroissement du budget puisqu'il y a une volonté de
créer des centres éducatifs fermés supplémentaires. Encore une fois, budgétairement parlant, c'est intéressant, mais il faut voir humainement ce que ça revêt et est-ce que ce sera véritablement un point positif. Notamment sur les crédits concernant la réinsertion, ils ne sont pas au rendez-vous, Maître Dupéret. Ce que dit le Sénat. Alors je sais pas. Alors effectivement, on peut toujours en vouloir plus, mais alors si vous voulez, il y a un procès qu'on nous fait souvent, c'est de déshumaniser. Alors franchement, moi, j'aurais pas créé un comité sur la justice au sein d'En Marche si ça m'intéressait pas et si mon but c'était absolument de la déshumaniser. Il faut pas exagérer quand même. Et justement, il y a un nouveau paradigme sur le sens de la peine. Et là, je dois dire que la position du Sénat n'est pas très claire. C'est qu'on dit, mais vous auriez dû vite construire 15 000 places de prison, quelles qu'elles soient. Hein, faites les mêmes partout, et puis au moins on enfermera vite ces gens-là. Non, je finis, monsieur le sénateur. Je vous en prie. Et alors que c'est pas du tout ça qui est prévu. C'est effectivement, il y a un engagement de 15 000 places. Il y a cet engagement, effectivement, Maître Dupéret. Il faut réhumaniser la détention. Et 15 000 places, alors on peut refaire n'importe comment 15 000 en 5 ans, c'est pas notre idée. C'est d'en faire 7 000 dans le quinquennat qui vient, qu'il y en ait 8 000 qui soient lancés, et surtout, et là on se rejoint, Madame la sénatrice, c'est que ce soit pas les mêmes clapiers à lapin pour tout le monde, parce que ça ne marche pas, et ça crée un taux de récidive de 60% en 5 ans qui vient repeser sur les juges ensuite. Donc avec une situation explosive dans les prisons, on a vu quand même la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, elle a dû faire face justement à une de ses premières crises avec justement cette administration pénitentiaire qui s'estime mais c'est pour ça. Et je suis un peu contre 3 voire 4, donc permettez-moi de garder la parole un instant. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que justement, donc, il y a un plan pénitentiaire qui a été présenté le 12 septembre, et il prévoit justement que il y aura une variété de solutions qui seront proposées. Notamment, il y aura des structures d'accompagnement à la sortie, des SAS. Hein, l'expression est assez bien trouvée, je trouve. Justement, pour aider à la réinsertion des détenus. Ils sont financés, justement, parce que c'est aussi la question. Oui. Et là, très ancienne demande que ce gouvernement est le premier à travailler et à admettre. Alors, et si vous voulez, juste un dernier chiffre. Pas seul contre 3. Et les services de probation... Voté par le Sénat, je précise. Non, mais tant mieux. C'est une mesure, moi, qui fait l'unanimité. Non, mais les services de probation et d'insertion, c'est plus 1500 emplois en 5 ans, dont plus 400 dans l'année qui vient. Et c'est aussi une mesure importante, c'est que ces fonctionnaires sont des fonctionnaires de catégorie A. Désormais, ça veut bien dire la valeur qu'on veut donner à leur travail. Je voudrais quand même défendre la position du Sénat à l'occasion de ce texte où nous avons notamment beaucoup travaillé en matière d'exécution des peines. Et nous avons voulu autonomiser un certain nombre de peines, c'est-à-dire des peines qui étaient accessoires à des sanctions deviennent des peines principales, justement pour donner au tribunal correctionnel toute liberté de pouvoir choisir la peine la plus adaptée au justiciable qui est en face de lui. Ça paraît absolument nécessaire. Cela nécessite par ailleurs que les études présententielles soient faites rapidement, de qualité, et que ça fonctionne. Mais ce n'est pas incompatible avec le fait qu'il faille régler le problème des prisons et la situation inadmissible d'une partie de nos prisons. Donc il faut bien, à un moment ou à un autre, mener la bataille, j'allais dire, en même temps, de deux manières. Je voudrais insister sur un point où nous avions sollicité, mais c'était trop tardif, que l'on ait une modification de l'échelle des peines et un travail de fond sur l'échelle des peines. C'est Madame le garde des Sceaux qui, en séance publique, nous a dit qu'il n'en était pas question, qu'elle ne voulait pas le faire, qu'elle n'abordait pas ce sujet, et qu'en la matière, ce sujet n'était pas l'objet de son texte. Nous ferons ce travail en interne au Sénat, car il faut là aussi reposer ce problème de l'échelle des peines, simplifier la problématique en tous les cas, pour essayer d'être le plus efficace possible, et qu'effectivement, la prison n'est pas la seule solution, il en existe d'autres, encore faut-il que les moyens soient bien en place, et que les outils pour réaliser le projet le meilleur, en tous les cas la réponse la meilleure, soient parfaitement adaptés. Donc nous ne sommes pas les uns et les autres extrêmement éloignés de la manière de faire. La question qui se pose, c'est comment on y va, avec quels moyens et dans quelle temporalité. Et je pense que là, on n'est pas dans la temporalité nécessaire. Nathalie Delattre, c'est qu'un problème de temporalité selon vous. On parlait justement de ces crédits qui seront examinés samedi et vous disiez avoir une position un peu différente justement de celle de vos collègues sénateurs. Oui, parce que effectivement là on parle de 15 000 places de prison. Moi je parle de 28% de gens qui ont des problèmes psychiatriques et qui aujourd'hui ne sont pas soignés en prison. Donc il faut aujourd'hui plutôt annoncer la construction d'hôpitaux psychiatriques. J'en ai un à Cadillac qui est un centre fermé, qui répond à cette demande. Aujourd'hui, nous avons 28% de personnes qui sont en détention provisoire. Alors oui, je comprends qu'on détienne provisoirement, puisqu'on est tous présumés innocents, que l'on puisse détenir quand on est criminel, quand on a commis un viol, quand on a
on a commis des atteintes sur enfants, pour des délits mineurs, on a quand même un suicide tous les 2 jours en prison. Quand on a commis un délit mineur aujourd'hui, on peut savoir faire. On a des bracelets, on a d'autres dispositions qui sont quand même effectivement à notre service. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons désengorger très rapidement la prison pour la rénover et arriver à atteindre un taux de population carcérale qui ne soit pas de 142% aujourd'hui. Et je pense, je n'ai pas l'impression que cette stratégie soit aussi claire que celle-ci. Je crois que, bon, vous le dites, vous êtes peut-être d'accord avec nous, mais dans ces cas-là, prenons un pacte, allons-y et faisons assez rapidement, travaillons pour être dans cette stratégie. Maître Dupéré et ensuite Maître Dessaigne. Oui, l'idée affirmée de la garde des Sceaux, c'est qu'il y ait plus de places et moins de détenus. C'est très clair, hein, qu'il y ait moins 8 000 détenus et plus 15 000 places à terme. Et c'est pour qu'il y ait une incarcération qui soit humaine, plus humaine, parce que c'est parfois immonde à l'heure actuelle, mais aussi qu'il y ait beaucoup de peines alternatives. Si vous voulez, dans l'échelle des peines, il faut s'entendre sur le sujet. C'est que l'échelle des peines, elle a été réécrite notamment pour que la détention à domicile sous surveillance électronique soit une peine à part entière, ce qui n'était pas le cas avant. Donc cette peine, il y a plus de modalités d'exécution de la peine. Et je voudrais finir sur un sujet, parce qu'il tient beaucoup à cœur de notre comité comme de la garde des Sceaux, c'est aussi le travail d'intérêt général. On a eu l'occasion d'en parler. Et c'est une peine alternative qu'il faut promouvoir, je pense, et il faut que tout le monde s'en empare. Et j'ai envie de dire, le Sénat, j'espère qu'il propose des postes, notamment de travail d'intérêt général. Je sais que vous n'allez pas en proposer des dizaines, mais j'espère que l'Ordre le fait aussi. Je l'ai suggéré à Madame Le Bâtonnier. Et il faut que tout le monde s'en empare pour qu'il y ait des postes qui soient créés, parce que c'est le meilleur moyen de sanctionner utilement, quand les délits ne sont pas d'une gravité extrême, il faut le reconnaître, que de proposer du travail d'intérêt général. Maître Dessaigne, un petit mot de conclusion. Est-ce que vous sortez rassuré de ce débat, et notamment sur les choix budgétaires qui vont être faits par le Sénat samedi? Moi, je vais vous dire, ce qui me rassure, c'est la qualité des travaux des juristes En Marche. Mais je vois que toutes leurs conclusions de leurs travaux ne sont pas reprises dans ce projet de loi. Je voudrais vous dire une chose. D'abord, non seulement il y a des pathologies psychiatriques en prison, mais il y a 30 pathologies qui sont propres à la détention. Que le péché originel réside aussi dans le fait que les peines ne sont pas comprises. Et elles ne sont pas comprises parce que les jugements ne sont pas motivés. Et c'est quand même fou que ce soit un projet de réforme de la justice qui rappelle un principe fondamental du droit français, c'est l'individualisation des peines. Tant que vous n'aurez pas le nombre de magistrats pour motiver les décisions, parce qu'aujourd'hui, non seulement vous n'avez pas votre décision en main, ce qui est déjà un déni de justice, mais en plus, si vous n'interjetez pas appel de votre décision, elle n'est pas motivée. Elles sont rédigées a posteriori, après les délais de recours. C'est ça le fonctionnement de la justice française concrète aujourd'hui. Si vous ne prenez pas la peine de motiver les décisions, si vous ne prenez pas la peine d'expliquer pourquoi vous incarcérez, si vous ne prenez pas la peine, la réforme Taubira proposait des modes alternatifs à la détention, si vous ne prenez pas la peine que les juges les intègrent, et si vous ne vérifiez pas que les magistrats appliquent les lois qui sont votées ici et à l'Assemblée nationale, car c'est quand même un phénomène étonnant de voir des magistrats qui rejettent l'application d'une loi parce qu'ils la considèrent inadéquate. Eh bien, tant que vous n'aurez pas réglé ce système, vous pouvez créer tous les postes que vous voulez. La France continuera à fonctionner sur un mode colbertiste, rétif au changement. Et donc, vous n'aurez pas appliqué la réforme de la justice. Vous avez démarré par la justice des mineurs. Est-ce que vous savez, madame, combien il y a eu de réformes de la justice des mineurs depuis sa création? Il y en a eu plus de 37. Ouais. Voilà. Et on en est toujours sur le même texte, inapplicable. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. On ouvre à présent notre dossier consacré au budget du sport. Il a reçu un avis défavorable en commission. À l'unanimité, les sénateurs de tous bords ont rejeté les crédits de la mission sport, jeunesse et vie associative. Il faut dire qu'ils sont en forte baisse, ce qui inquiète à la fois, vous allez le voir, les clubs amateurs, mais aussi les sportifs professionnels, dans l'optique notamment des JO de 2024. C'est un reportage d'Héloïse Grégoire. Et allez Timothée, allez, on pousse, on pousse. Encore. Poussez, stop. Pour l'instant, le club olympique multisport de Bagneux peut accueillir tout le monde, mais ce n'est qu'une question de temps. Baisse en permanence du budget, suppression des contrats aidés. Le président du club de Bagneux est très inquiet pour l'avenir du sport français. Je ne sais pas si dans la tête des législateurs ou du pouvoir, il y a cette volonté de vouloir tuer le sport. En tout cas, les actes et les lois qu'ils votent aujourd'hui amènent fatalement à la mort du sport pour tous.
La baisse du budget, c'est aussi l'exaspération des bénévoles. Au club olympique de Bagneux, ils sont plus de 300 pour 4200 adhérents. Leur présence est essentielle, ils accompagnent et encadrent les joueurs, notamment les plus petits. Seulement, ils sont de moins en moins et sans eux, un lien social serait rompu. On a des gamins qui sont en échec scolaire et qui, quand ils viennent ici, c'est leur défouloir et ça leur permet d'évacuer. Donc nous, on a une grosse action sociale et c'est vrai que si les budgets à l'avenir viennent à diminuer, est-ce qu'on mettra autant d'implication dans cette action sociale? Ça, l'avenir nous le dira en fait. Il n'y a pas que le sport dit amateur qui est touché, il y a aussi celui du haut niveau. Solène a 19 ans et enchaîne les titres prestigieux en taekwondo. Je suis actuellement 5 mois championne de France, championne d'Europe des clubs 2018. Elle n'a qu'une idée en tête, remporter une médaille aux Jeux Olympiques de 2024. La France souhaite atteindre l'objectif de 80 médailles. Mais sans argent, le chiffre est contradictoire pour l'entraîneur de Solène. Tous les jours, on cherche à avoir des prises sur le transport, on cherche à avoir des prises surtout sur le matériel, parce que le matériel vaut très cher aussi. Pour ces élites, il faut qu'on aille en déplacement sur des compétitions nationales, internationales. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a aucune aide derrière pour pouvoir continuer à pouvoir partir. Former la future génération de sportifs sans l'aide publique, pour le club olympique de Bagneux, l'équation semble insoluble. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Evelyne Siriégi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du CROSS, c'est le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Vous êtes ancienne professeure notamment de natation pour la filière STAPS à l'université Cergy-Pontoise. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Françoise Laborde, bonsoir. Vous êtes sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Merci d'être avec nous. Jean-François Lamour, bonsoir. Ancien ministre des Sports. Vous êtes maintenant le conseiller spécial en charge des JO auprès de Valérie Pécresse, c'est la présidente de la région Île-de-France. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et puis Claude Kern est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes sénateur centriste du Bas-Rhin. Première question pour vous, messieurs les parlementaires, mesdames les parlementaires, puisqu'on a vu ce rejet à l'unanimité en commission Françoise Laborde. C'est un véritable signal que les sénateurs souhaitent adresser au gouvernement sur cette mission sport ? Tout à fait, parce que je crois que cette unanimité négative, on n'a pas de quoi être fier, on est plutôt triste même, mais c'est que les orientations de 2018, donc c'était un budget qui était déjà en baisse, qui a été rattrapé, c'est là où peut-être financièrement à la marge, il y a des budgets où on croit que c'est pour 2019, mais en fait c'est pour finir l'année 2018, et donc on se rend compte que cette année 2019 démarre mal, avec quand même deux grands objectifs, toujours le sport pour tous, et les JO. Donc ça paraît ne pas être en adéquation. Claude Kern, votre réaction ? Je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire ma collègue Françoise Laborde. Effectivement, si on regarde ce budget de près, Madame la ministre a beau nous expliquer que c'est un budget équilibré, identique à celui de l'année passée, c'est faux. Il y a une baisse de 8,1% sur la partie sport proprement dite. C'est vrai que la mission globale avec la partie jeunesse est légèrement en hausse, mais pour le sport, il y a une diminution de 8,1%. Et surtout, si on regarde de près la ligne développement du sport pour tous, elle est en baisse de 44,9%. C'est énorme. Et si on veut demain avoir des sportifs d'excellence, parce que sportifs de haut niveau, on en a, mais il faut aussi des sportifs d'excellence si on veut gagner des médailles, on le sait tous qu'il faut qu'ils passent à un moment donné par les petits clubs, et actuellement on est en train de tuer les petits clubs. Vous partagez cet avis, Evelyne Siriégi, puisqu'on a entendu notamment dans ce reportage beaucoup de termes négatifs, on veut tuer le sport, nous dit-on. Alors c'est vrai, moi je viens de voir le reportage, c'est vrai que nous au niveau du comité olympique de la région, on est effectivement très attentif à ce qui va se décider, et à l'heure d'aujourd'hui on comprend malgré tout qu'il y a un effort de fait de la part de l'État pour justement soutenir la haute performance, parce que justement on veut avoir des médailles qui se transforment en or, de bronze qui se transforment en or et voir plus de médaillés. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore en attente, évidemment, des votes qui vont être faits. Mais a priori, on est quand même sur une mouvance positive, puisqu'on nous annonce de la part de la ministre des Sports qu'il y a une proposition de 55 millions d'euros qui serait
en budget supplémentaire et donc qui permettrait d'avoir une vision différente de celle qu'on a vécue en 2018. Ouais. Quel regard portez-vous sur ces arbitrages budgétaires, Jean-François Lamour? Je laisserai mes deux collègues qui sont aux affaires par les chiffres pour ce budget 2019, mais là il y a une incohérence entre les 55 millions annoncés et les 15 pauvres millions que j'ai vu mettre Mme Maracineanu sur la table quand elle est arrivée. Elle s'est battue, mais malheureusement elle est arrivée peut-être un peu tard pour les arbitrages. On a plein de sujets aujourd'hui qui inquiètent beaucoup le mouvement sportif. Cette baisse du budget, il y a quand même une incohérence entre l'annonce faite par le président de la République en septembre 2017 d'accueillir les Jeux. C'était fantastique, tout le monde était content. On attendait même d'ailleurs ce jour-là un certain nombre d'annonces assez fortes. Et puis une pauvreté du budget. Vous aviez raison, deux baisses successives. On n'est pas simplement sur cet exercice. C'est 2 exercices successifs qui annoncent quasiment une baisse de 15% du budget. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le mouvement sportif traditionnel, c'est-à-dire les clubs, sont face à une modification assez profonde des us et coutumes des pratiques sportives. En particulier aujourd'hui, on a un smartphone, on se paye un coach grâce aux réseaux sociaux qui échappe à tout principe d'organisation du sport comme ça existait après-guerre, c'est-à-dire le club, le bénévole, l'éducateur sportif payé ou non. Et là, on a un coach en circuit direct avec les pratiquants qui offre une prestation. Et ça pèse de plus en plus sur les finances du club parce que là où un adulte en particulier avec un vrai pouvoir d'achat venait dans un club pratiquer une discipline, et bien maintenant il le fait en dehors de ce club avec des structures qui sont totalement privées. Et ça, c'est je pense là-dessus que le mouvement sportif devrait vraiment se pencher assez vite, sinon effectivement il y a un risque de grandes difficultés pour celles et ceux qui passent beaucoup de temps et donnent beaucoup d'efforts, quelquefois même leur propre argent, je parle des bénévoles, des éducateurs bénévoles, à la disposition de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire des jeunes, en particulier d'une jeunesse dont on sait qu'elle a besoin de ces apports en matière de valeurs véhiculés par le sport. C'est ce qu'on voit justement dans ce reportage à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, Françoise Laborde, le sport aussi comme vecteur social. On sait cette inquiétude des petits clubs, des clubs amateurs, de ces fédérations qui œuvrent auprès de la jeunesse. D'autant, et c'est une autre inquiétude des sénateurs, depuis la suppression de la réserve parlementaire, ils ont moins de moyens. C'est-à-dire que nous aidions beaucoup donc, ces petits clubs, et c'est vrai, donc la suppression de la dotation parlementaire, le problème des contrats aidés, bien sûr, parce que pour avoir des éducateurs, il faut avoir des niveaux BE sur certains, et là-dessus je ne le remets pas en cause, mais les contrats aidés pouvaient quand même aider au quotidien ces clubs, l'encadrement des enfants, etc., leur donner l'esprit club. Alors on se fait du souci donc justement sur ce sport au quotidien, je dirais, et aussi sur les grands événements, parce que là on parle des Jeux Olympiques, mais il me semble qu'on va accueillir un mondial aussi, il me semble qu'on devrait avoir du sport féminin, parce qu'il quand même il faut en parler, on en a au moment des Jeux Olympiques, mais c'est le... On en a aujourd'hui qui démarre. Voilà, aujourd'hui. Le handball féminin. Donc, bon voilà, c'est exactement ce que disait Claude, entre le lien entre les petits clubs, les jeunes qu'on encadre, mais on espère aussi qu'il en sortira des grands pour qu'ils réussissent aux Jeux Olympiques. Ouais. Claude Kern, on parlait de ces inquiétudes sur la réserve parlementaire. Il y a aussi beaucoup de flou en ce qui concerne les conseillers techniques sportifs, les CTS. Ils sont au nombre de 1600. Ce sont des fonctionnaires qui sont justement rattachés pour ces fédérations sportives. Quel sort leur est réservé et que peut faire le Sénat justement pour pérenniser ces emplois? Effectivement, on ne connaît pas aujourd'hui le sort qui leur est réservé, puisque on nous parle de transférer ces éducateurs aux régions, aux collectivités. Oui, bien sûr. Le problème est comment les collectivités vont payer. Quel sera le statut de ces éducateurs demain? Aujourd'hui, pour moi, c'est une responsabilité de l'État. Il faut que ces statuts continuent à avoir ce titre de, entre guillemets, fonctionnaire. Ils sont fonctionnaires, même pas entre guillemets, mais on en a besoin. Comment veut-on détecter des jeunes? Comment veut-on former des futurs élites? Comment veut-on entretenir le sport pour tous, puisque le sport pour tous, c'est aussi une question, non pas seulement sociale, mais c'est aussi une question de santé. Et je crois que si on ne fait rien, si on va effectivement dans le sens tel qu'il est annoncé, on risque d'avoir de gros problèmes, ne serait-ce qu'au niveau du lien social. Nos clubs, localement,
représente un facteur social très important. Donc il faut continuer de soutenir, il faut changer cette politique et l'interrogation est sur la gouvernance future du sport. Evelyne Siriégi, comment on se prépare alors pour accueillir justement ces événements? On parlait du mondial de rugby, mais il y aura aussi les JO en 2024. Il y a aussi les JO, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi j'entends les sénateurs qui parlent à ce débat, et moi je suis un petit peu interpellée par rapport à la mise en place du mouvement sportif qui a l'air de se construire d'une autre façon. Je crois qu'on a un modèle qui existe depuis 1960 qui va être complètement abandonné. Je crois qu'il va falloir qu'on repense complètement. Le fait d'avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 nous permet justement de repenser autrement. Et je crois qu'avec la création d'une agence qui va se créer le 1er mars 2019, ça va nous permettre d'avoir une répartition des fonds qui va être différente. Et puis, il faut quand même savoir que l'État va abonder à 90 ou 95% de cette agence avec 30% simplement de représentation, puisque on sait que cette agence va se constituer avec 30% de l'État, 30% des collectivités territoriales, 30% du mouvement sportif et 10% du monde économique. Je crois qu'il y a quand même une vraie évolution de la part de la prise en compte du mouvement sportif, avec les fédérations qui, évidemment, elles vont dépendre directement du ministère. Et nous, au niveau territorial, on va avoir un projet qui va être donné par la fédération, si vous voulez, qui va être ensuite redescendu au niveau des ligues, des comités départementaux et des clubs. Ce qui n'était pas forcément le cas, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des subventions d'État, on était en commission territoriale où c'était l'État et la collectivité territoriale et le mouvement sportif de la région qui déterminaient les orientations qui étaient appropriées à leur région. Alors que là, ça va être un vrai projet fédéral et je trouve qu'il y aura plus de sens entre la lignée entre le club jusqu'à la fédération et ce sera beaucoup plus directement vertical. Jean-François Lamour, sur cette nouvelle agence du sport, je rappelle, c'est une nouvelle entité, ça va... Franchement, pour le moment, il faudrait que le gouvernement fasse œuvre de pédagogie. Personne n'y comprend rien. Exactement. Je suis désolé, mais en dehors du comité olympique, Evelyne, même les fédérations sportives, quand on les questionne, ne comprennent pas. D'ailleurs, elles ont écrit en ce sens. Alors, elle doit englober la pratique de haut niveau, mais aussi la pratique du sport pour tous. C'est l'objectif affiché. Et franchement, je pense que la ministre, qui connaît bien son sujet, contrairement à ce qui se passait précédemment, elle connaît son sujet. Et elle devrait vraiment très très vite réunir celles et ceux qui auront apporté cette réforme, puisque semble-t-il le gouvernement veut la porter à son terme, pour qu'on comprenne mieux comment on va faire. Mais revenons sur les cas techniques, et je suis désolé, mais il ne faut pas mélanger les carottes et les navets. Quand on parle de ce que l'État va apporter dans l'agence, on parle de moyens d'intervention, de fonctionnement. Là, on parle des cas techniques, c'est autre chose. C'est du titre 2, ce sont des salaires payés par l'État. Ils n'ont rien à faire dans l'enveloppe qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement. J'ai cru comprendre qui va donc les payer? Qui va les payer? Ce sont les collectivités. Très clairement aujourd'hui, et je me fais le porte-parole de la présidente de la région, il est hors de question que les régions supportent une charge supplémentaire, c'est-à-dire des salaires supplémentaires. On connaît aujourd'hui le rapport un peu tendu qui peut exister entre les collectivités, c'est-à-dire des communes, en passant par les départements jusqu'aux régions, c'est une charge supplémentaire. Aujourd'hui, la région Île-de-France n'est pas en capacité de supporter une charge supplémentaire. Qu'elle participe à sa manière au développement de la pratique sportive. Je rappelle juste que la région Île-de-France est le deuxième financeur après l'État des Jeux. 200 millions d'euros vont être investis dans l'organisation des Jeux. Donc, vous voyez, on n'est pas en arrière de la main. Simplement, on dit que sur cette évolution, en matière de portage de la pratique sportive et de son développement, les régions, enfin, je parle pour la région Île-de-France, parce que je suis le conseiller de Mme Pécresse, ne mettra pas 1 euro de plus. Donc là, il y a, encore une fois, à mieux comprendre ce que le gouvernement et la ministre, qu'on voit en arrière-plan, souhaitent faire au travers de ces agences. Au niveau, 80 médailles annoncées, il va falloir quand même les sortir, ces 80 médailles. Et ce n'est pas avec un budget rikiki qu'on va réussir, et le développement de la pratique sous toutes ses formes, y compris d'ailleurs à l'école, où là on demande vraiment de l'explication, de l'information et de la pédagogie. Je crois qu'un accompagnement sera nécessaire. Oui, mais là, on est loin Que peut faire le Sénat, justement, pour essayer d'améliorer cette situation financière? Écoutez, on a été lanceur d'alerte, j'ai envie de dire, puisque lors de la commission... D'abord, on a eu l'audition de la nouvelle ministre, parce qu'il faut quand même rappeler que le ministère a un petit peu souffert ces derniers temps. Donc, en général, je dirais qu'on laisse le bénéfice du doute
aux nouvelles arrivées. Donc là, la nouvelle arrivée, bon, c'est vrai qu'il fallait quand même qu'on la bouscule un peu. Donc son audition a été très bien. Je veux dire qu'on sent de l'enthousiasme, des compétences. Mais bon, bien sûr, si on lui donne pas l'argent, voilà. Donc nous, après en commission, nous avons décidé, donc pratiquement à l'unanimité, hein, puisque je vous disais tout à l'heure, madame, même un sénateur En Marche a dit, nous allons voter contre. Ah oui. Ah oui. Tout à fait, d'accord. Oui. Et donc c'est aussi un appel, c'est-à-dire que c'est-à-dire que par rapport à ce qui va se passer dimanche et aux réponses que la ministre pourra donner, il y aura peut-être une unanimité dimanche, qui va puisque les crédits seront examinés dimanche en séance. Dimanche après-midi, voilà, nous serons dans l'hémicycle dimanche après-midi avec d'autres et la ministre. Et je pense que ses réponses vont peut-être nous aider à avoir un peu plus confiance en elle, mais quand je dis en elle, c'est pas elle vraiment, hein, vous le comprenez bien. Alors tout à l'heure au maquillage, moi j'étais peut-être un peu plus optimiste, Claude un peu moins, donc je vais te laisser la parole. Voilà. Alors, on sache ce qui s'est dit au maquillage, nous, puisqu'on n'y était pas en même temps. Oui. On refile le bébé. Voilà. Non, mais cette gouvernance, cette agence du sport, comme vient de l'exprimer Jean-François, c'est aujourd'hui on est dans un flou complet. Voilà. À part la date qui a enfin été fixée, parce que longtemps on a attendu la date du mois de mars 2019, on ne sait pas. Et une répartition des sièges, mais on ne sait pas comment elle sera financée. On ne sait pas quels sont les objectifs réels. Est-ce qu'un ministère demain existera encore ? C'est, à mon avis, plus. Si l'agence fonctionne bien, on n'aura plus besoin de ministère. Mais est-ce que les fédérations ont été consultées pour cette agence? On nous répond que oui. Par contre, les fédérations me répondent que non. Donc il y a aujourd'hui un gros flou. On ne sait pas où on va. Et s'il n'y a pas de ligne directrice, on va droit dans le mur. Et je pense que les 80 médailles se transformeront malheureusement en chocolat. Et on va essayer peut-être de finir par une note un peu plus positive. Evelyne Thiriégy, et comment justement peut-on atteindre ces ambitions sportives affichées avec ces moyens tels qu'ils sont aujourd'hui? Écoutez, nous on a plutôt le sentiment qu'on va aller dans le bon sens. C'est-à-dire que la ministre des Sports, c'est quand même quelqu'un qui vient du terrain. Il y a 2 mois, elle était présidente d'une association de natation avec des plus jeunes. Je crois que c'est quelqu'un qui parle quand même avec la connaissance de ce que c'est que les clubs. Donc moi, je crois qu'il faut quand même faire confiance et attendre l'année de transition qui va être 2019. Évidemment, on ne va pas partir le 1er mars, l'affaire au fusil, comme on dit, pour démarrer avec des incertitudes. Et je crois qu'il faut qu'on soit effectivement accompagné, que les choses se positionnent, que les choses soient expliquées, parce qu'effectivement, moi j'entends aussi que certaines fédérations n'ont pas eu toutes les données, n'ont pas eu toutes les informations nécessaires, et de ce fait se posent des questions, comme le niveau territorial et local se demande. Il y a de la pédagogie à faire. Voilà, on a vu dans le film que les gens se posent des questions parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Donc on a bien compris que l'année 2019, ça allait être une année qui va être de transition et qui va nous permettre de mieux appréhender les éventuels changements qui vont certainement être modifiés parce que, encore une fois, les gens qui vont prendre la parole, que ce soit sur le terrain ou au plus haut niveau, on va pouvoir rediscuter. Mais moi, je pense vraiment qu'on est dans une dynamique positive pour aller vers un autre modèle, une autre gouvernance, avec une envie de changer cette existence d'un fonctionnement qui, depuis 1960, n'avait pas été modifié. Il me semble qu'en 1999, on avait essayé de faire ce changement, qui n'avait pas abouti d'ailleurs. Mais je crois que là, on en est vraiment à l'aboutissement d'un changement qui n'est pas complètement opérationnel, qui est vraiment en modification, effectivement, avec l'appui de ce que les sénateurs vont pouvoir donner, parce qu'effectivement, le sport, il y a un Français sur 2 qui fait du sport. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un vecteur structuré, fédéré, qui est vraiment partagé par plein de personnes. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on soit unis par rapport à ça, parce qu'encore une fois, le sport porté par le Comité national olympique et toutes ses déclinaisons, tous ces organes déconcentrés, permettent à l'ensemble de nos jeunes d'avoir des valeurs éducatives qui sont distribuées et données par les clubs. Donc, c'est pas effectivement quand on va appuyer sur son smartphone et avoir un coach à la télévision qu'on va apprendre les choses. Ça, moi, je suis archi contre. Évidemment, c'est dans un club qu'on apprend. Voilà, on apprend. Ça fait partie aussi peut-être de ces nouvelles pratiques. Claude Kern, ensuite Jean-François Lemoine. Tout ça là. Très succinctement, qu'on ne m'étrenne pas mes propos, c'était pas
contre la ministre. La ministre, aujourd'hui, elle fait ce qu'elle peut, elle vient d'arriver, Oui, on lui fait confiance. C'est juste, qui a dû succéder rapidement j'appuie à juste sur une sonnette d'alarme, il faut agir très très vite. Jean-François Lamour, est-ce que la France sera au rendez-vous de ces JO 2024 J'allais conclure par ça. Moi, je n'étais pas du tout opposé à l'annonce de la ministre précédente sur les 80 médailles. Je trouvais que c'était ambitieux, peut-être très ambitieux, mais simplement, à périmètre constant, on ne les fera jamais. Voilà. Donc il faut vraiment se retrousser les manches, donner les moyens. Là, on ne les a pas. Il y a encore temps, oui. Je suis limite, parce que je pense qu'à chaque trimestre perdu, on perd une médaille. Et 80 médailles, ça veut dire doubler le score des précédentes Olympiades. C'est un effort colossal. Et effectivement, il faut avoir peut-être un travail peut-être plus en circuit court entre les fédérations, le mouvement sportif local, les entraîneurs et évidemment les athlètes qui sont au cœur du dispositif. On perd du temps. On perd énormément de temps. Et là, il est temps de réagir. Et simplement, je le redis, je pense que chacun autour de la table, on est à peu près d'accord. Si on ne nous explique pas ce qui est en train de se passer, vers quel objectif réellement on va, le seul objectif qu'on a compris aujourd'hui, c'est que l'État se désengage.